Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 7 de ce Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée. On parlera de mon meilleur ami Anthony Forestier, on parlera de Nils Politt, on parlera des coureurs au top, des bonnets d'âne, des différents classements en fin de vidéo comme tous les jours. Si vous avez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos. Le moyen le plus simple, c'est de rajouter la petite cloche et je remercie les gens qui font cet effort. Je remercie également les gens qui font l'effort de faire un super thanks, mais ça, c'est seulement si vous en avez l'envie et les moyens. On commence tout de suite avec cette vidéo parce qu'on va voir à la fois le résumé et à la fois pas mal de sujets à parler, à discuter dans cette première partie de vidéo avant même de faire le bilan des Bleus. Donc il y a un contenu qui va être très très dense avant ce bilan des Bleus. Cette étape du côté du Mont Ventoux, vous savez que je suis pas fan du Mont Ventoux et pourtant j'ai apprécié l'étape. Pourquoi? On a une très très belle dernière heure de course. Ça c'est clair et net. Même si on aurait aimé qu'elle soit bien filmée. Mais on y reviendra. Et on a, il s'est passé plein de choses dans cette dernière heure de course. L'échappée aussi, qui a mis beaucoup de temps à se former, avec beaucoup d'attaques. Et à un moment, on pensait que la bonne échappée était partie à 3, et puis ça a re-attaqué derrière énormément. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Et puis un rythme de dingue encore sur les premières heures sur le début de course. Le rythme est absolument dingue sur ce Tour de France. Ça aussi, il faudrait qu'on y revienne, mais on est sur une moyenne qui doit être la plus rapide de l'histoire, peut-être. Parce qu'on est sur une moyenne de dingue, quand même, sur les débuts de journée. C'est pas dû à la UAE, en plus, hein, c'est vraiment... il y a des débuts de journée où ça met beaucoup de temps dans ce genre de situation. Donc voilà, pas mal de choses à dire du côté de cette étape. Bon, on commence par le résumé. Alors, beaucoup d'attaques donc en début de journée, hein, comme je le disais. Van Aert, Martinez, Alaphilippe, Arensman ont tenté leur chance avec Mauro Schmid, Jonathan Milan également. Et puis à 153 km de l'arrivée, on pensait que ça allait peut-être être le bon groupe avec une attaque de 3 coureurs, Meurisseux, Haller et Hirschi, hein, les Tudors qui ont été énormément à l'attaque du côté de cette étape. Et puis en fait, ce groupe-là va pas réussir à prendre suffisamment d'avance. On va avoir des attaques encore une fois d'Alaphilippe, de Benjamin Thomas, de Tobias Foss, de Van Aert, de Politt, qui va essayer un petit peu de calmer le peloton. On reviendra sur cette image et sur les déclarations des uns et des autres. Aramburu, Banili. Ce qui fait qu'on a une première heure de course à 51,4 de moyenne. On n'a pas eu beaucoup de premières heures de course à 40 de moyenne. Hein. On a des premières heures de course quand même à des moyennes hallucinantes depuis le début du Tour de France. Et puis on va avoir Plapp. Et la bonne échappée va partir, on va dire, avant vers 92-93 km de l'arrivée. Avec un bon petit groupe, je vous l'ai affiché à l'écran. Là, c'était à 89 km de l'arrivée, hein, le point sur la situation à ce moment-là. Donc un groupe avec 2 UAE, Sivakov et Marc Solé. On avait également 2 Visma avec Tige Benoot et Campenaerts. On rajoute à ça Enkorn, Paré-Pinte, Van Wilder du côté de la Soudal Quick-Step, Benelli un petit peu seul du côté de l'AEF, Louis Barré, Buitrago, Wright, Arensman du côté de la Ineos, Tom Skuns, Meurisseux, Alaphilippe, Haller, Trentin, Hirschi du côté de la Tudor, Kostju et Raúl Garcia Pierna du côté de la Movistar, Mas et Mühlberger du côté de la Movistar, pardon, Kostju et Garcia Pierna, c'est du côté d'Arkea, on va y arriver. Aramburu, il y avait même un Cofidis. Il y avait un Cofidis et un Intermarché. C'est pas arrivé souvent depuis le début de la course dans une échappée. Champoussin Velasco du côté d'Astana, Burgodo du côté de la Total, Bittner était là du côté de la Picnic, Woods, Neylands du côté d'Israël qui était aussi là, De Lied, Riesners et Brent Van Moer du côté de la Lotto, et puis on terminait avec Abrahamson et Andreas Leknesund. À 49 secondes, on avait à ce moment-là un groupe avec Jonas Rickard et Verstrenge, Emil Verstrenge, et puis Guillermey Milan à 1,45 le peloton à ce moment-là, vous aviez bien compris, laissé partir
ce groupe d'échappés. Et puis, on se retrouve à 65 km de l'arrivée, l'écart va augmenter. Alors, Milan et Guilhermet vont être repris à 84 km de l'arrivée, puis à 65 km de l'arrivée. Nous avons le peloton qui est à 3 minutes 45 et le premier groupe qui vient de se scinder, qui va se scinder en deux parce qu'à ce moment-là, on a toujours les Alpecin qui sont en chasse-patate à 32 secondes et puis il va y avoir une cassure dans ce groupe de tête à 65 km de l'arrivée, donc juste avant le sprint intermédiaire, avec Pascal Enkorn, Fred White, Arensman, Alaphilippe Trentin, Mas, Velasco, Abrahamson qui vont réussir à s'isoler à 58 km de l'arrivée. Enfin, les deux Alpecin arrivent à rejoindre le groupe Benelli, mais avec pareil peintre, avec Buitrago, avec Michael Woods notamment. Et au sprint intermédiaire, c'est Abrahamson qui passe en tête, mais il avait quelques points, mais il n'était pas hyper dangereux du côté du classement du maillot vert. À 55 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 a 30 secondes d'avance sur ce deuxième groupe, donc le groupe Benelli. Le peloton est à 4,55 et puis cet écart va augmenter à 1 minute 40. Et puis à 35 km de l'arrivée, on perd un homme avec Fred White. Et puis Pascal Enkorn qui va également se laisser décrocher pour rouler dans le groupe Paré-Peintre. À 19 km de l'arrivée, on est aux alentours de Bédouin. Trentin est lâché, puis Arensman, donc quasiment au tout début de cette montée du mont Ventoux. Arensman va être lâché, puis il va réussir à revenir, alors que Abrahamson est lâché définitivement. À 15 km 700 de l'arrivée, attaque de Julien Alaphilippe. Velasco va être lâché et se retrouve à 3 avec Mas, Alaphilippe et donc Arensman. À ce moment-là, à 15 km de l'arrivée, donc ce groupe de 3 a 1,35 d'avance sur le groupe Benelli. À 6 minutes 18, on retrouve le peloton. Et c'est au même moment que dans le groupe numéro 2, nous avons une attaque de Paré-Peintre. Et à l'avant, Enric Mas s'isole à 12 km de l'arrivée. Nous avons Guillaume Martin qui est lâché et surtout Enric Mas à ce moment-là, 20 secondes d'avance sur Arensman, et sur Julien Alaphilippe, avec un Arensman qui semble pas dans son assiette, qui a beaucoup de mal à trouver son rythme. Dans le groupe numéro 3, le groupe donc Benelli, il est à 1 minute 10, ce groupe Benelli. On retrouve également Buitrago, Paré-Peintre dans ce groupe-là. Le peloton est à 6 minutes 13. Et quelques mètres après, surtout, ce groupe numéro 3 Benelli rejoint le groupe Arensman Alaphilippe qui n'arriveront pas à tenir extrêmement longtemps. Dans le peloton, nous avons la Visma qui fait un gros tempo et l'attaque de Carlos Rodriguez, mais qui n'arrivera pas à forcément faire énormément la différence. Et de l'autre côté, Benelli, lui, décide de réaccélérer. Attaque de Vingegaard à 6 km de l'arrivée. Et il va retenter sa chance à 5 km de l'arrivée de nouveau. Et à ce moment-là, Enric Mas n'a plus que 29 secondes d'avance sur un groupe de 3 hommes. Buitrago, Paré-Peintre et encore une fois, Benelli. Buitrago va être lâché. On ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière. Voilà, car nous n'avons pas d'image de notre réalisateur préféré. À 3 km 8, Enric Mas est rejoint et il va être lâché. Puis après, il va y avoir beaucoup d'attaques, beaucoup de retournements de situation dans ce groupe de tête. De l'autre côté, c'est Vingegaard, après un gros effort de Campenart qui tente sa chance, mais Pogačar arrive à rester dans la roue. À ce moment-là, les écarts se réduisent énormément. 1 km 300 de l'arrivée. Nous avons les 3 hommes de tête. Car Mas est revenu, Buitrago est à une dizaine de secondes, Van Wilder est à une vingtaine de secondes. Et puis à 40-45 secondes, on va dire, allez peut-être à 50 secondes, nous avons à la fois Pogačar et Vingegaard. Pogačar qui retente d'accélérer alors que devant on se regarde énormément, mais Vingegaard arrive à répliquer et à rester dans sa roue. Nous arrivons dans les 500 derniers mètres. Nous avons Van Wilder qui décide de faire le tempo pour Paré-Peintre. Paré-Peintre décide de se mettre dans la roue de Benelli. Buitrago est en 4e position. Enric Mas a complètement disparu à ce moment-là. Nous arrivons dans le dernier virage.
Van Wilder s'écarte, Benelli accélère, dans la roue Paré-Peintre, mais Paré-Peintre arrive à le sauter sur la ligne et s'impose. Première victoire française du côté de ce Tour de France devant Benelli. Et nous avons Buitrago qui prend la 3e place aujourd'hui. 4e victoire déjà d'étape du côté de la Soudal Quick-Step. Même à l'époque il faut remonter à l'époque de Cavendish pour avoir autant de victoires d'étape du côté de la Soudal Quick-Step. Donc c'est assez exceptionnel sur un tour comme ça avec aussi peu de sprint, avec un leader qui a abandonné, d'avoir réussi à avoir autant de très bons résultats aujourd'hui. On va revenir sur différentes informations, différentes choses dont on a à dire avant de passer à la note de l'étape. On va commencer par Anthony Forestier. Quelle catastrophe aujourd'hui! Quelle catastrophe! Mais bon, je vais me répéter, mais comment en étant aussi incompétent depuis 5 ans, c'est pas une année, depuis 5 ans, on arrive toujours à être en place aujourd'hui. Voilà, quelle image ça renvoie même du Tour de France, parce qu'il gère aussi la réalisation internationale. Ça renvoie une image que c'est du copinage, le Tour de France. Parce que, encore une fois, moi pour qu'il soit toujours en place aujourd'hui, vu le niveau catastrophique de sa réalisation, c'est que soit il est pote avec Christian Prudhomme, ils ont peut-être fait les mêmes écoles, des trucs comme ça, je ne sais pas, soit sinon, Christian Prudhomme, ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre de ce qui se passe sur le Tour de France. Ce qui serait pas très rassurant quand même du côté d'ASO, hein, parce que là, la réalisation est catastrophique. Là aujourd'hui, Enric Mas qui accélère, je crois qu'on ne le voit pas en direct, on le voit en replay. Le retour de Van Wilder, c'est pareil, ça me rappelle le Puy-de-Dôme, ça, avec le retour de Michael Woods et de Pierre Latour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on ne savait pas où vous étiez aussi. Il n'y a aucun écart, il n'y a que dalle avec Van Wilder. Aucune information. Donc on a Buitrago qui est lâché, mais on ne sait pas comment. Voilà, on ne sait pas comment il est lâché. Fred Wild qui a un problème mécanique. On ne sait pas comment il a un problème mécanique, on l'apprend 5 km après. Pascal Encorn qui se relève, on le voit à peine, alors que c'est quand même un impact important sur la course. Bon, je parle même pas de la bagarre pour la 3e place, hein. Là aussi, Lipovic, Roglic, à des moments Roglic il était pas là, à des moments, à la fin, Roglic il disparaît, et puis Roglic sur la ligne d'arrivée, il finit avec 5 secondes d'avance sur Lipovic. Bon, on sait pas du tout comment ça s'est passé. Il y a Oscar Andy, on sait pas comment il est lâché. Tobias Aland Johannesson qui semblerait finit dans un sale état, donc a dû être lâché très très trop tôt. Tobias Aland Johannesson, aucune image sur lui non plus. Et là, j'ai pas tout noté, hein. Là c'est 2 têtes que je le fais, hein. 2 têtes, toutes ces erreurs de réalisation, toutes ces choses que nous avons manquées aujourd'hui, c'est 2 têtes. Autant vous dire que si j'avais noté des trucs, je peux en trouver encore une dizaine, je pense. Et depuis le début du Tour de France, c'est une catastrophe. Comment on peut se contenter, du côté d'une organisation comme ASO, du côté d'un événement qui est diffusé quand même, je crois, dans plus de 150 pays, comment on peut avoir une réalisation aussi catastrophique? Voilà. Donc il y a un moment, je pense que c'est du ressort de Christian Prudhomme de dire à la production télé, lui, il faut le virer, il faut le dégager, il est incompétent. Je parle même pas des messages radio qui sont d'un niveau, mais alors, nullissime. Nullissime. Je ne sais pas comment il est choisi les messages radio, mais je pense qu'à chaque fois il doit prendre les pires, parce qu'à chaque fois ça nous donne soit c'est des portes ouvertes, soit on apprend que dalle. Donc voilà. Donc, les messages radio ils doivent servir à comprendre la course. S'ils permettent pas de servir à la course, de comprendre la course, ça sert à rien de les diffuser. Ou si les commentateurs peuvent pas rebondir là-dessus, ça ne sert à rien de les diffuser. En Formule 1, quand on diffuse des messages radio, c'est soit parce que ça donne des informations sur la stratégie. Donc savoir par exemple qu'il va y avoir un changement de position entre 2 concurrents, ou le fameux plan A, plan B, plan C, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le plan de départ ou qu'on respecte le plan de départ au niveau du choix de pneus, ou soit qu'on va s'arrêter. Enfin voilà, il y a un intérêt. Là, tout ce qu'on nous diffuse au niveau sonore, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, on ne l'aurait pas, ça ne changerait rien. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, je ne sais pas s'il va falloir faire une pétition pour virer Anthony Forestier, je ne sais pas s'il faut faire comme la loi du plomb, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe depuis 5 ans. Et on continue à avoir un réalisateur catastrophique. Moi, je vous le dis, ça fait quand même depuis 2-3 ans, pour moi, la course la plus réalisée, c'est le Giro. Et vous saviez ce que je disais à une époque du Giro pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une catastrophe pour le Tour de France. C'est ignoble à regarder. C'est regardable à certains moments.
Et on ne comprend rien, en plus. Et je parle même pas de l'étape du contre-la-montre aussi, c'est vrai que j'en avais pas parlé. De toute façon, il faudrait presque faire un point réalisation tous les jours, tellement c'est catastrophique, mais bon. On a vu que des dossards. Ça m'a même permis de voir que le dossard du combatif, on ne le voit plus. Hein. C'est Century 21 maintenant qui est dossard du combatif, ils l'ont fait sur fond gris. Tu ne le repères absolument pas dans un peloton. Hein. Je sais pas qui a eu cette brillante idée de le faire en gris, parce qu'une idée plus intelligente, ça aurait été de le faire sur fond gris foncé, c'est un petit peu couleur argent, couleur silver, et d'écrire les chiffres du dossard en blanc. Ça aurait peut-être été plus visible, ça aurait plus repérable dans un peloton. Mais bon, du côté de Christian Prudhomme, la clarté de la course, on s'en fout. Hein, ça, c'est pas sa priorité. La priorité, c'est de gagner de l'argent. On le voit bien avec le nouveau maillot vert qui ne se repère absolument pas dans un peloton, ce qui est quand même con pour un maillot distinctif. Mais bon, voilà. Sinon, je vais faire de la tension. Voilà, faut que j'arrête de m'énerver. Après, je vais faire de la tension. Je vais faire un AVC. Enfin, ça va être terrible. Bon, on parle également de Decathlon. Decathlon qui a annoncé un gros sponsor pendant cette journée de repos. On en a légèrement parlé ce matin dans la présentation, mais j'ai pas été véritablement dans les détails. Decathlon donc qui reste, AG2R qui part. AG2R a vendu la structure à Decathlon, parce que je rappelle la structure n'appartenait plus à Vincent Lavenu depuis l'arrivée de Decathlon. C'est ce qui avait permis même que Decathlon arrive, en gros. Et donc ils vont être avec CMA. Donc CMA qui est un transporteur maritime. Voilà, c'est ça le job au départ de CMA. C'est ça le job de départ de CMA, mais qui est devenu une énorme entreprise. Et notamment, c'est là où moi, il y a quand même un truc qui me chagrinasse un petit peu. Alors c'est pas autour de Decathlon, autour d'AG2R, voilà, autour de tout ça, mais CMA, c'est une entreprise qui a des médias. Et je pense que c'est la première fois en France qu'on se retrouve dans cette situation-là, d'avoir un organe de presse qui va en partie détenir une équipe de cyclisme, parce que CMA possède RMC BFM. RMC qui diffuse le Tour de France, qui est la radio officielle du Tour de France. Est-ce que l'an prochain, RMC pourra critiquer Decathlon si Decathlon fait des erreurs stratégiques? En sachant que le communiqué de presse est arrivé en priorité chez RMC. Et chez l'équipe, hein. Mais RMC a dû le diffuser 2-3 minutes avant. Voilà. Ça pose quand même des questions sur l'indépendance que va avoir RMC dans les mois à venir. Alors, c'est pas comme si la couverture du Tour de France par RMC était exceptionnelle non plus, hein. Mais quand même, ça pose des grosses interrogations. Ça pose des interrogations aussi sur la pression qu'on met sur Paul Sexas, hein, parce que là, on dit le projet est autour de Paul Sexas. D'accord, mais on va lui mettre une énorme pression sur les épaules. Déjà, il y a des coureurs qui ont explosé, hein. Avec des projets comme ça très ambitieux sur leurs épaules. Il y a des coureurs, ils ont eu du mal à s'en sortir avec cette pression-là. Donc là, il faudra voir également du côté de Decathlon. Et puis, certains se disent oh, fantastique, on a enfin une super structure française avec un énorme budget. Ouais, enfin 40 millions d'euros aujourd'hui, c'est le budget d'Ineos. Hein. Donc c'est le budget d'Ineos, c'est le budget de Red Bull, à peu près, Bora Hansgrohe, en sachant que ces équipes-là ont moins de charges sociales que Decathlon. Si Decathlon a toujours une licence en France, ce qui je pense sera le cas, il faut se rappeler qu'il y aura une charge sociale. Donc en fait 40 millions d'euros, c'est pas si exceptionnel que ça, surtout dans le cyclisme dans lequel on va, c'est-à-dire avec des structures de plus en plus grosses, bah il y a toujours 20 millions de retard par rapport à Ineos, par rapport à UAE, pardon, et par rapport à Visma, donc les deux superstructures. Et dans les années à venir, des équipes qui vont avoir des budgets de 40 millions, on va peut-être en avoir de plus en plus. Intermarché et Lotto, qui vont certainement fusionner à la fin de la saison. Intermarché, c'est entre 15 et 18 millions d'euros. Lotto, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux, ça fait déjà plus de 30 millions. Voilà. Donc je sais pas si ça va être un budget si exceptionnel que ça.
Alors oui, l'an prochain, ils seront au-dessus de la moyenne. Mais peut-être que dans 2-3 ans, la moyenne, ça sera 40 millions d'euros. Et qu'ils seront plus au-dessus du lot pour recruter des super coureurs. Donc quand on s'émerveille d'un budget comme ça de 40 millions, il faut aussi voir la situation actuelle du cyclisme. On est plutôt sur des budgets qui vont en grandissant. Et 40 millions, ça va peut-être être pas si exceptionnel que ça dans 4 ou 5 ans. Mais on verra, hein, c'est un projet qui est ambitieux, gagner le Tour de France, on veut des résultats dès 2028, en gros. Mais il faudra voir, avec l'évolution du cyclisme, comment ça va se passer. On continue avec un autre point qu'il fallait voir. Nils Politt, qui est à 105, je crois que c'est à 105 km de l'arrivée, il a dit à tout le monde à peu près, entre 110 et 105 km de l'arrivée, il a dit à tout le monde, allez calmez-vous là, on arrête d'attaquer. Thomas Voeckler lui a reproché, il lui a dit à une époque qu'il était bien content de partir dans des échappées. Oui, mais à une époque. À une époque où il était chez Katusha. Parce que même chez Bora, c'était un peu différent. Oui, à l'époque où il était chez Katusha. Mais à l'époque où il était chez Katusha, il empêchait les mecs de partir sur des échappées sur le plat. Hein. Il a un job, il fait son job. Voilà. Il a des consignes le matin, il fait son job. Alors ça n'a pas vraiment marché dans la réalité parce que ensuite on a eu de nouveau des attaques et de nouveau des mecs qui sont partis. Après, est-ce que Nils Politt mérite d'être sanctionné? Oui, parce qu'on sanctionne aujourd'hui les fameuses sanctions pour avoir fait pipi en pleine nature. Moi, je dirais que 500 francs suisses pour mauvaise image du cyclisme et également 500 francs suisses à sa direction sportive également. Ça ne changera pas l'attitude de la UAE. Après, ça a toujours été l'attitude des grosses superstructures depuis des années. Alors ça énerve Thomas Voeckler, mais ça énervait déjà Thomas Voeckler en tant que coureur, parce que je me souviens d'une engueulade avec Tom Boonen sur une étape du Tour de France. Voilà. Les deux, s'étaient échangés, des politesses, on va dire ça comme ça, entre les deux. Il faut savoir que même Tom Boonen ne pouvait pas piffrer Thomas Voeckler. Tu disais Thomas Voeckler à Tom Boonen, c'était presque les yeux rouges, hein, avec la baffe qui coule. C'était extraordinaire. Et Thomas Voeckler, il s'est mis à dos, je pense, beaucoup de managers de ces super structures-là qui ne pouvaient pas le piffrer, parce qu'ils ne supportent pas les attaquants. Voilà, les attaquants, ça pourrit leur briefing de début de journée, donc on n'aime pas ça. Et avec les enjeux financiers actuels, bah oui, on essaye. Alors ça marche pas, là ça n'a pas fonctionné du tout, Nils Politt. Alors certains ont dit c'est parce que Pogačar voulait gagner l'étape. Moi je pense pas. Enfin, je vous avais dit dès ce matin, je voyais une échappée s'imposer. Non, je pense que, par contre, Pogačar, il voulait que l'échappée parte vite. Voilà, il voulait l'échappée prenne 10 minutes quoi, sur le plat. Qu'elle parte vite, qu'elle se joue la victoire, et puis lui, qu'il ait une journée tranquille. Il voulait une journée tranquille aujourd'hui, Pogačar. Pour moi, c'était son objectif. C'était d'avoir une journée tranquille, d'avoir presque une autre journée de récup, juste avoir à contrôler les 20 derniers kilomètres et plutôt être en mode défensif et rester dans la route Vingegaard. Mais en gros, je pense que l'objectif, c'était qu'il y ait une échappée qui parte vite. Si on pouvait mettre un élément UAE, on le mettait, mais c'était que ça arrête de rouler fort. Je pense que c'était ça l'objectif. Il en avait ras le cul que ça roule à 51-52 de moyenne. Il voulait une étape tranquille aujourd'hui, Pogačar. Et je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé Politt. Alors certains lui ont reproché plein de trucs, certains ont fait des comparos avec le dopage, je vois pas... Voilà ce qu'a dit en gros Thomas Voeckler n'a rien à voir avec le dopage, c'est juste que c'est un truc qui l'énerve. Voilà ce genre de comportement et qui l'a dit Nils Politt à une époque il aurait bien aimé pouvoir prendre les échappées, mais à une époque parce qu'il n'avait pas le même rôle. Voilà, tout simplement. Mais à une époque, Adam Yates, il jouait sa carte pour le général des grandes courses aussi. Voilà. Et à une époque, Thomas Voeckler, il aurait bien voulu qu'il n'y ait peut-être pas 150 mecs qui partent en échappée non plus. Quand il jouait la gagne sur le Tour de France, il aurait peut-être voulu que ça roule pas non plus à 52 de moyenne. Voilà. Et il aurait peut-être envoyé un Anthony Charteau faire le gendarme. Donc, Voilà, on lui donne une consigne, il fait la consigne. Alors, moi je trouve que ça donne pas une bonne image du cyclisme. C'est pour ça que j'aurais mis des francs suisses, mais c'est pas non plus un attentat à la bombe, quoi.
Faut juste relativiser. Mais ça m'a fait marrer parce que ça n'a pas vraiment marché derrière, parce que je pense qu'elle a énormément énervé les autres équipes et bon, ça a continué à attaquer derrière. Dernier élément sur lequel je voulais revenir avant la note de l'étape, voilà, c'était sur le combatif. Ouais, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on a mis Benelli combatif. Non, parce que pour moi, il fait pas beaucoup plus que d'autres sur cette étape. En quoi il faudrait le mettre en avant par rapport à d'autres? Alors, bon, ça le console même pas en plus sur le podium de la victoire d'étape où il n'est pas passé loin de la gagner aujourd'hui. Mais pourquoi, par exemple, c'est pas Julien Alaphilippe qui est combatif du jour? Parce que c'est l'un des premiers attaquants de la journée, il a fait pas mal d'attaques. Pourquoi c'est même pas la Tudor en général? Parce que la Tudor, ils ont animé l'étape. Ils ont tenté avec Haller, avec Hirschi, avec Alaphilippe, avec Ken Trentin, ceux qui recomposent le groupe de tête. Par exemple, on aurait pu dire, on donne un prix général à la Tudor aujourd'hui, qui a animé la course. Parce que Benelli, je ne veux pas être méchant, mais par rapport à l'étape de Vire, il n'en a pas fait tant que ça. Voilà, aujourd'hui, du côté du combatif. Et moi, j'aurais mis Gachignard. Parce que Gachignard a fini dans les délais. Et pour moi, c'est presque miraculeux, parce que à 30 bornes de l'arrivée, il avait un quart d'heure de retard sur les hommes de tête. Donc il avait plus de 10 minutes de retard sur le peloton. Et là, je me suis dit à ce moment-là, Gachignard, vu ce que j'avais entreaperçu de le mec pleurait et était vraiment en difficulté, je me suis dit, non, là ça va être compliqué, il va pas finir dans les délais, il va finir loin, quoi. Parce que vu le temps qu'il va perdre dans le Mont Ventoux, et il a fini dans les délais, il finit même pas très loin de l'avant-dernier de l'étape, c'est-à-dire qu'il a fait une belle montée du Mont Ventoux. Et moi, j'aurais peut-être donné le combatif à Gachignard, qui s'est battu aujourd'hui. Voilà, qui s'est bien battu pour finir l'étape. Qui, contrairement à d'autres, a vraiment été au bout de ses ressources aujourd'hui pour finir dans les délais. Donc voilà, moi j'aurais voulu mettre en avant ça du côté de Gachignard. Comme j'ai du mal à comprendre pourquoi on a mis Jordan Gégat super combatif aussi. Alors là, c'est le problème, c'est que c'est un vote. C'est un système de vote. Et on sait très bien que les systèmes de vote, si tu arrives à mobiliser ta fanbase, ta communauté, c'est toujours plus simple. Donc c'est ce qui a permis à Van Der Poel de l'avoir en première semaine par rapport à un Quinn Simmons ou par rapport à un Benelli, par exemple. Et j'ai l'impression que les fans de Total Energy se sont énormément mobilisés pour Jordan Gégat. Mais dans la réalité, moi je l'aurais donné à Quinn Simmons parce qu'entre sa première semaine et sa deuxième semaine, moi je trouve que pour le moment c'est l'un des plus combatifs de ce Tour de France à être énormément à l'attaque. Mais on l'a donné à Jordan Gégat qui est parti dans 2 échappées, ce qui je trouve n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà. Même si la semaine était courte, moi je trouve que Quinn Simmons s'est bien battu sur cette semaine du Tour de France. Mais bon, ça aussi, c'est le problème de demander aux communautés de se mobiliser. C'est pareil en Formula I par exemple. Ça avec les fan boosts là, où vous savez très bien, il y a une époque c'était toujours les mêmes pilotes qui avaient les fan boosts, parce que c'était les pilotes qui avaient les plus grosses communautés et qui arrivaient à les mobiliser. Voilà, tout simplement. Je termine avec la note de l'étape. Moi j'ai mis 15 sur 20. J'ai vraiment bien aimé cette étape. J'ai vraiment bien aimé cette étape parce que l'échappée a mis du temps à sortir. Elle a mis beaucoup de temps à sortir et à un moment je me suis même dit on va avoir un groupe de 3 devant. Elle se recompose. Derrière, même si ça n'a pas permis de jouer la gagne au début, imaginons Enric Mas aurait pu gagner en partant à 18 bornes de l'arrivée, ça aurait été un sacré numéro. Vous avez Enric Mas qui vraiment a tout donné aujourd'hui, mais est tombé sur plus fort que lui. On a eu une énorme bagarre par épin de Benelli pendant 15 bornes. Ils se sont foutus des minasses. Un énorme travail d'équipier de Van Wilder dans le final. On a quand même un gros match entre Vingegaard et Pogačar. Et moi je m'attendais même pas que Vingegaard attaque. Et puis on a quand même quelques analyses à faire du côté du classement général. Moi j'ai rarement pris autant de plaisir du côté du Mont Ventoux. Moi j'ai trouvé que l'étape était très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 15 sur 20. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Aujourd'hui, le vainqueur de l'étape, bien entendu en plus, Valentin Paré-Peintre. Très très belle journée de Valentin Paré-Peintre. Il avait des bonnes jambes. Moi, j'étais pas forcément très rassuré au pied quand je le vois anticiper dans le groupe de devant, parce qu'ensuite il se fait rattraper par Benelli.
Et il a attaqué dès le pied, lui. Hein. Et je me suis dit, ouh, c'est un peu tôt, ça risque de faire comme Enric Mas. Et Enric Mas, ça va peut-être pas tenir. Et puis, à l'avant, il continue à mettre son rythme, il continue à mettre son tempo, il est rattrapé par Benelli. C'est là où il a été très doué, parce qu'il se met dans la route Benelli, mais ensuite, il passe quand même un petit peu des relais. Et puis après, ils se sont mis des minasses pendant, alors j'ai dit 15 km, pas 15 km, mais pendant 12 km, ils se sont mis des minasses. Buitrago, il a quand même explosé. Je pense que Benelli avait des très bonnes jambes aujourd'hui. Mais il est tombé sur un os, il est tombé sur Paris-Peintre. Et Paris-Peintre, pour le décrocher, c'est pas évident. Je pense aussi que Paris-Peintre a su un peu profiter du vent, être peut-être un peu plus dans la roue de Benelli. Le chat a décidé d'aller dans la litière, donc j'en excuse pour ceux qui sont habitués depuis le Vendée Globe. Le chat décide souvent d'aller dans la litière au mauvais moment. Mais du côté de Paris-Peintre, ouais, il a été très très costaud parce que il y a des coureurs qui auraient craqué au bout d'un moment mentalement, qui seraient énervés. Ça reste un coureur qui est quand même assez jeune. Il tombe quand même sur Benelli, c'est pas n'importe qui. Il y a Buitrago derrière. Il est resté d'un calme, vraiment d'un très grand calme. Alors je sais pas si dans la voiture, parce que je suis pas sûr que les oreillettes passaient extrêmement bien, parce que je sais pas trop où étaient les voitures. Je sais pas si on l'a bien coaché dans la voiture, ou est-ce que tout simplement il a été très très bon en intelligence de course, mais il a été très efficace. Faut saluer quand même à la fois le travail de Pascal Enkorn, à la fois le travail de Van Wilder. Pascal Enkorn pour réduire l'écart, alors que dans le groupe Benelli, il n'y avait aucun tempo. Donc ça, il faut vraiment saluer déjà autour de Pascal Enkorn. Et puis, bien entendu, le dernier kilomètre de Van Wilder. Moi, je me demande, est-ce qu'il savait vraiment, jusqu'à ce qu'il le voit remonter au dernier moment, est-ce qu'il savait vraiment que Van Wilder était pas loin? Ça aurait été plus intéressant de demander cette question pour Céline Rousseau que de demander à Pogacar c'est sympa, vous avez laissé un Français gagner. Il était venu de nulle part. Je pense que même à Armstrong, on n'aurait pas osé poser cette question-là. Du côté de... Si c'est pour avoir des gens incompétents, autant qu'ils coûtent pas cher, je suis pas sûr que ça soit le cas de Céline Rousseau, malheureusement. Mais du côté de Paris-Peintre, ouais, il faut saluer le gros travail qu'a eu Van Wilder. Et puis le gros travail qu'a eu Van Wilder aussi de sacrifier ses chances. Parce que Van Wilder, il aurait pu dire je suis revenu au kilomètre, maintenant je joue ma carte. Hein. Chacun joue sa carte, voilà, je fais ma petite attaque, toi tu fais ta petite attaque, mais je fais pas le tempo. Non, il se sacrifie tout de suite. Il se sacrifie tout de suite et c'est ce qui permet à ce groupe-là de se bagarrer pour la victoire. Parce que sinon, Pogacar et Vingegaard auraient été en mesure de revenir, et puis peut-être que Buitrago aurait pu, ou Enric Mas aurait fait une attaque en revenant de l'arrière. Donc non, très très fort Paris-Peintre en termes de rythme, parce qu'il a été extrêmement solide. Je trouve aujourd'hui dans sa manière de changer de rythme, d'accélérer. Bon voilà, on connaît ses qualités, mais mentalement il a été solide. Et puis l'an dernier, tout lui réussissait. Quand il gagne sur le Giro, tout lui réussit à ce moment-là, il est en pleine confiance. Cette année, Paris-Peintre, il y a quand même 3 mois sans courir. Et on a vu, par exemple, pour un Vingegaard, ou même pour d'autres, le fait de ne pas courir pendant 3 mois, ça a un impact. Le fait d'avoir un calendrier chamboulé, ça a un impact. Il est revenu sur le Dauphiné, je ne l'avais pas trouvé excellent sur le Dauphiné. J'avais même peur qu'il ne soit pas sélectionné, parce que je m'étais dit... Voilà, faudra voir, mais il va falloir vraiment qu'il augmente son niveau. Je pense qu'il doit aussi sa sélection au fait que Landa soit pas disponible. Hein. Ça a aidé un petit peu, mais il arrive sur le Tour de France, il a aucun repère. Hein. Et puis il a pas les jambes de l'an dernier sur le Tour d'Italie. Et la manière dont il a couru en étant costaud au niveau des jambes. Donc ça montre que ça commence à arriver sur cette 3e semaine, que l'état de forme progresse pas mal. Mais il fallait le battre aujourd'hui, Benelli. Hein. C'était pas évident de battre Benelli. Il fait pas d'erreur aujourd'hui stratégique, Benelli. Hein. Autant souvent on le critique sur sa manière de courir, autant aujourd'hui, il a joué sa carte correctement. Et puis il faut saluer le travail qu'a fait Van Wilder et puis le travail qu'a fait Enkorn. Ça a été une vraie victoire d'équipe aujourd'hui du côté de la Quick Step. Et ça fait du bien de se remobiliser après l'abandon de Remco Evenepoel aussi. Hein. Même s'ils avaient enchaîné les victoires, c'est vrai que c'est pas forcément évident de réussir à se mobiliser.
Et ben peut-être que demain ça sera pour Merlir, peut-être que on aura une 5e victoire du côté de cette formation. Julien, Alaphilippe, belle étape. Non, belle étape de la part de Julien. Il a été très costaud aujourd'hui. Il a fait vraiment du très très bon travail. Après, c'est le Mont Ventoux. Peut-être que le Julien de 2018, de 2019, avec aussi des échappées de l'époque où tu n'avais pas forcément les meilleurs grimpeurs ou des super grimpeurs avec toi, peut-être qu'il aurait pu gagner. Mais aujourd'hui, tu tombes sur Enric Mas. Il arrive déjà à battre Arensman, c'est déjà pas mal. Mais tu tombes sur Enric Mas, tu tombes sur Paré-Peintre, tu tombes sur Benelli, tu tombes sur Dubuit-Trago. C'est des mecs qui peuvent jouer le top 5 du général, enfin le top 10 d'une course par étape. Ah ouais, bah Julien Alaphilippe, puncher, qui a maintenant 32 ou 33, je sais plus c'est quel de son âge, qui a fait aussi déjà pas mal d'efforts sur les étapes précédentes, hein, parce que sur la 2e semaine, il a été souvent au charbon. Il fait 3e dimanche. Dimanche, Paré-Peintre, il n'est pas dans l'échappée. Enric Mas, il n'est pas dans l'échappée. Enfin, tous les mecs qui étaient à ses côtés, ils n'étaient pas dans l'échappée. Donc réussir à faire ça plusieurs jours d'affilée, ça montre que les jambes sont bonnes. Après, la haute montagne, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut viser samedi et dimanche. Moi, je pense qu'il faut tout miser sur dimanche, même. Parce que dimanche, je suis pas sûr que tous les leaders prennent des risques du côté de l'étape des Champs-Élysées. Donc voilà, je pense qu'il faut tenter dimanche, en sachant que dimanche, tu as Tudor à 2 cartes. Enfin, même plusieurs cartes, mais je pense à vraiment 2 cartes. C'est Alaphilippe d'un côté et Trentin. Trentin, si ça se regroupe à 40 coureurs, on va dire, sur les Champs-Élysées. Et puis Alaphilippe, s'il arrive à partir un petit peu en solitaire. Donc je pense que voilà, il faut miser maintenant dimanche. Et puis il faut miser que sur Alaphilippe parce qu'on a vu Marc Hirschi encore aujourd'hui un petit peu limité physiquement. Mais bravo quand même pour cette étape à la Tudor, hein, qui a fait quand même une belle journée à l'avant, la Tudor. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Plus moins, et c'est sévère, hein, plus moins presque, pour Vauquelin. Non, c'est une journée qui est tout à fait correcte pour Vauquelin. Faut savoir que Vauquelin a battu le record de la montée. On a battu le record de la montée aujourd'hui. Alors en sachant que le record de la montée datait d'Iban Mayo, qu'à l'époque, Iban Mayo, donc c'était un contre-la-montre en montée de 22 km, c'était un contre-la-montre. Hein. Mais je ne sais pas quelles étaient les conditions climatiques ce jour-là. Il y avait peut-être un fort vent de face, hein. J'ai regardé. Alors pour tout vous dire, je suis tombé par miracle hier sur Twitter sur le résumé de l'étape par Tout le Sport, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Dauphiné, on ne diffusait que le week-end. La semaine n'était pas diffusée. Donc c'est-à-dire que les étapes, le jeudi, le mercredi, n'étaient pas diffusées sur le Dauphiné, on diffusait samedi, dimanche. On ne diffusait que 2 étapes du Dauphiné à l'époque, en 2004. Iban Mayo donc réussit ce jour-là à faire un temps assez remarquable. Alors j'ai plus le record en tête, je sais pas si je vais le retrouver sur Twitter, mais il faut savoir donc que Pogačar l'a battu, mais que Vauquelin également l'a battu. En fait, beaucoup de coureurs l'ont battu aujourd'hui, hein, ce temps-là, parce qu'on a quasiment gagné 5 minutes sur le temps d'Iban Mayo, en sachant qu'à l'époque, Iban Mayo, il avait fait ce temps-là donc sur un contre-la-montre. On était au Dauphiné, donc pas forcément encore au top de sa forme, même si cette année-là, il était fort, hein, sur le Dauphiné, parce qu'il avait mis une peignée à Armstrong sur cette étape-là. On était sur le Dauphiné, donc encore 3 semaines du Tour de France. Mais il était fort ce coup-là. Surtout, quelles étaient les conditions climatiques ce jour-là? Est-ce qu'il y avait du vent de face, du vent de dos? Là, je n'avais pas les informations. Là, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, par rapport aux indications que j'avais moi ce matin, de ce que je vous ai donné ce matin en termes de vent, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus faible au sommet. J'ai eu peur à un moment sur l'étape parce que je voyais les drapeaux un peu dans tous les sens. Et au final, j'ai l'impression que sur le sommet, il y avait un peu moins de vent, que le vent devait être plutôt entre 10-15 km/h. Parce qu'on a quand même eu des gros écarts, alors que s'il y a un vent à 45, t'as beau être Tadej Pogačar, je pense que t'as beau être Vingegaard, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à faire de grandes différences. Donc je pense que le vent était quand même assez faible au sommet, même s'il était
défavorable. Et puis regardez le vélo ce jour-là, si vous arrivez à trouver la vidéo, la gueule du vélo d'Iban Mayo, ou même d'Armstrong, vous verrez que les vélos ont bien changé quand même en 20 ans. Parce que le vélo d'Iban Mayo, vous avez encore à cette époque-là, parce que vous l'avez jusqu'au moment de Romain Bardet, au tout début de la carrière de Romain Bardet, les freins. Vous avez les gaines encore qui dépassent du cintre. Par exemple, et je pense que les gaines n'étaient pas intégrées au cadre, n'étaient pas à l'intérieur du cadre, les gaines à l'époque, les gaines de frein et ce genre de choses. Le vélo, après, c'est pas un cadre du tout aéro à cette époque-là, mais on avait peut-être beaucoup plus de pertes également au niveau de la chaîne, de perte d'énergie au niveau de la chaîne. C'est vrai qu'aujourd'hui on a énormément travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'entre l'énergie qui part des cuisses et l'énergie qui arrive au bout de la roue, vous avez très peu de pertes. Là, du côté de cette époque-là, je pense que les pertes devaient être encore importantes. Bien entendu, pas de capteur de puissance. Donc sur un contre-la-montre sans capteur de puissance, beaucoup plus difficile de gérer son allure. Et puis j'ai l'impression que c'était un jour où il faisait chaud. Et sur le Ventoux, c'était un jour en plein soleil. J'ai l'impression que c'était une journée assez chaude du côté des coureurs. Et puis c'est toujours particulier contre la montre. C'est toujours un petit peu atypique comme format de course. Et puis je ne sais pas si on a battu le record depuis Saint-Estève jusqu'au Mont Ventoux, ou si c'était le record à partir de Bédouin. Parce que comme là la montée était prise à partir de Saint-Estève, c'est peut-être aussi ça qui fait que certains ont battu le record. Est-ce qu'on a comparé la montée Saint-Estève et que les autres années ont comparé par rapport à Bédouin? Ça, il faut toujours le prendre en compte également. Mais Vauquelin fait partie des coureurs qui ont battu le record. Je trouve aujourd'hui il perd un petit peu beaucoup de temps Vauquelin par rapport aux hommes devant lui. Après, encore une fois, pour le top 8, la journée est tout à fait correcte. Il ne s'est pas écroulé aujourd'hui Vauquelin. Il l'a dit, il n'avait jamais fait de montée aussi longue. Il ne connaissait pas le Ventoux aussi. Donc forcément, c'est pas évident quand tu arrives sur la première fois sur le Ventoux. Il a fini avec Raúl García Pierna, il faut le dire, ses équipiers Christian Rodriguez, Costiu, Raúl García Pierna font vraiment du très très bon boulot pour le moment du côté d'Arkea. Mais on a senti qu'il a un peu plus souffert. Il n'a pas rattrapé par exemple un Alex Aramburu. C'est vrai que par rapport à Oscar Onni, il y a 1 minute 15 quasiment de perdu aujourd'hui. Donc on a l'impression qu'il a un petit peu souffert sur la fin, mais il a plutôt géré son effort. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Demain journée plutôt plate, il faudra repartir jeudi, vendredi au combat. Et puis essayer de s'accrocher au maximum. Et encore une fois, le top 8 sera là. Roglic passe devant, il est 6 encore, donc c'est un super résultat du côté de Vauquelin. Encore une fois, un top 10 était un très très bon résultat. Faire mieux que 8ème, pour moi, c'est largement au-delà des expériences du côté de Kevin Vauquelin. Et je préfère quand même son tour cette année au tour de l'an dernier, malgré la victoire d'étape où j'avais été un peu déçu. Il avait rarement été acteur sur les étapes de montagne et même de moyenne montagne. Là, je trouve qu'il est beaucoup plus présent. Donc j'ai bien aimé. Puis Félix Gall. Au final, au départ, je pensais qu'il avait fait une mauvaise journée, Félix Gall, parce qu'on l'a vu lâcher extrêmement tôt. Il y a un moment sur les caméras, j'ai cru l'apercevoir un petit peu au loin du groupe Vingegaard, avant que Vingegaard accélère la première fois. Mais, encore une fois, comme c'était mal filmé et mal réalisé, j'ai pas pu voir mieux que cela. J'ai eu l'impression à un moment qu'il revenait. Donc c'est peut-être le début, la mise en route, le changement de braquet dans le Mont Ventoux qui a été difficile à gérer pour Félix Gall. Et puis ensuite, il a bien réussi à finir. Il termine même devant Adam Yates. Aujourd'hui, devant Vauquelin, devant Tobias Alon Johannesson. Donc c'est plutôt pas mal du côté de Félix Gall. Après, il doit perdre... Non, il perd pas de position en général. Mais c'est vrai que l'écart par rapport à Vauquelin n'est plus énorme au final entre les deux. Avec des écarts qui sont quand même monumentaux aujourd'hui. Encore une fois du côté du général, ils sont encore 20 à être en dessous d'1 heure de retard. Voilà. Ce qui fait que je sais pas si vous avez vu, parce que je mets les classements dans les commentaires, je peux plus mettre le top 30, ça ne rentre plus en termes de signes. Voilà, les 30 premiers, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, même en supprimant, il faudrait que je supprime la moitié des noms d'équipe, donc là ça ne rentre plus, voilà, pour mettre les 30 premiers du général.
Maintenant, et puis je termine avec Guillaume Martin. Alors pas de place de perdu au général du côté de Guillaume Martin, mais une étape encore une fois pas exceptionnelle, il est lâché très tôt. On sent qu'en montagne, il suit pas du tout le rythme. J'ai peur que ça soit très compliqué pour lui, jeudi et vendredi, qu'il perde des positions. Parce qu'on voit que Enric Mas remonte un petit peu au classement. Ben O'Connor n'est pas très loin aussi parce qu'il fait pas de mauvaise... Ben O'Connor qui est devant, il fait pas de mauvaise montée. C'est Arensman et Kuss qui sont derrière lui. Avec également Narvaez. Donc ça risque d'être compliqué pour Guillaume Martin de garder ce top 15. Ce qui serait quand même une déception, même s'il reste dans le top 15, déjà, ça serait pas exceptionnel de la part de Guillaume Martin, mais une journée, encore une fois, pas exceptionnelle de la part du coureur français que j'ai pas trouvé dingue. Jordan Jegat, lui, est toujours 11e, mais l'écart s'agrandit par rapport à Carlos Rodriguez. Ça dépasse maintenant les 2 minutes entre les deux coureurs. Après, peut-être que Jordan Jegat reprendra une échappée dans les jours à venir. Et puis il faudra voir également si dans le top 10 il n'y a pas un coureur également qui peut s'effondrer complètement. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, je commence avec Benelli. Moi je pense qu'il fait pas d'erreur aujourd'hui. Alors si de pas suivre Enric Mas, mais il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas suivi le groupe avec Enric Mas et qui ont peut-être essayé de jouer à ce moment-là et économiser de l'énergie. Mais après, je trouve qu'il en fait pas trop dans le deuxième groupe sur le plat, en sachant qu'il n'avait pas d'équipier. Alors ça, je pense que ça a été un vrai problème pour Benelli, c'est qu'il se retrouve seul à l'avant, mais sans équipier. C'est vrai qu'on les a vus quand même pas mal à l'attaque dimanche, pour un taux de réussite qui n'a pas été exceptionnel du côté de l'AEF. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu plutôt garder de l'énergie sur l'étape de dimanche pour la mettre sur l'étape de mardi. Parce que c'est vrai que Benelli était tout seul, il n'y avait pas d'Harry Sweeney, il n'y avait pas d'Alex Baudin par exemple dans cette échappée, ce qui lui a beaucoup manqué sur le plat. Ensuite il a bien profité du travail de la Soudal Quick-Step, du travail également de l'équipe Israël, mais après derrière il fallait faire le job et il s'est pas affolé quand Paré-Peintre a attaqué. Il aurait pu s'affoler à ce moment-là. Il s'est un peu engueulé avec Buitrago, mais ce qui montre qu'il a essayé de jouer tactique, parce qu'à une époque Benelli il n'aurait pas demandé de relais à Buitrago, il aurait roulé comme un demeuré et puis Buitrago l'aurait contré. Il s'est un peu engueulé avec Buitrago, il a essayé de passer des relais à Buitrago. Et je trouve qu'il en a pas trop fait. Voilà, il a essayé de jouer également avec Paré-Peintre, de faire des attaques, de jouer, de se regarder un petit peu avec Paré-Peintre. Quand Buitrago revient, quand Enric Mas revient à 2 bornes de l'arrivée, il s'est pas non plus affolé, il a tenté de jouer. Mais sur le punch pur, peut-être qu'il a lancé son sprint d'un peu tard. Mais en même temps, il y avait Van Wilder, il fallait réussir à dépasser Van Wilder sans se faire contrer à ce moment-là par Paré-Peintre. Il a peut-être lancé son sprint d'un peu tard, du côté de Benelli, mais je pense qu'il est surtout tombé sur un grand Paré-Peintre. Peut-être que même en lançant plus tôt, il n'aurait pas été en mesure de faire la différence. Et on a bien senti que le prix du combatif, ça le consolait pas des masses sur le podium Benelli, parce que ça lui a même mis en pleine figure, je pense, le fait que t'es passé deuxième peut-être d'un grand exploit dans ta carrière, Coco. Il y avait un peu ce côté-là, avec ce prix du combatif du côté de Benelli. Pour moi, il fait une belle étape. Le seul problème, c'est qu'il a manqué d'équipiers. Je pense qu'avec des équipiers, il aurait peut-être pu jouer un petit peu différemment, surtout sur le pied. Et je pense qu'il a quand même mis un peu d'énergie sur le plat pour essayer de ne pas se retrouver à 2 minutes 30. Ça lui coûte peut-être le fait de ne pas avoir pu faire la différence par rapport à Valentin Paré-Peintre. Peut-être également que le léger vent défavorable a eu un impact sur les parties roulantes, parce que peut-être que là il aurait pu faire la différence avec sa puissance par rapport au petit gabarit de Valentin Paré-Peintre, et que ce vent défavorable ne lui a pas permis de faire la différence. Mais après, pour moi, il n'y a pas grand-chose à regretter du côté de Benelli aujourd'hui. Il a fait le travail, il a fait le job. Bon, il reprend un petit peu de temps au classement général, mais je pense que ça ne va pas le combler de bonheur aujourd'hui.
Peut-être que demain ça sera autre chose, ou peut-être que en fin de semaine ça sera autre chose quand il sera 8e ou 9e du classement général grâce au temps qu'il aura récupéré aujourd'hui, mais pour le moment il n'est pas comblé par l'étape du jour. Vingegaard, ouais, je pense que moi j'avais peur ce matin, c'est vrai qu'on avait dit est-ce qu'il va enfin attaquer, et moi je m'étais dit non. Dans ma tête je m'étais dit non parce que je m'étais dit déjà je voyais l'échappée avoir pas mal d'avance au pied, ce qui n'était pas vraiment totalement le cas à un moment, mais je voyais l'échappée avoir 10 minutes d'avance. Moi je me disais en gros l'échappée va se former assez vite, on va avoir un groupe de 20-25 qui va se former, il y aura peut-être une ou deux équipes qui voudra relancer derrière mais qui arrêtera assez vite, et ces 20-25 mecs qui vont prendre 8 minutes d'avance et puis après ils joueront la gagne dans le Mont Ventoux. Et Vingegaard, je me disais si c'est comme ça, il va pas faire rouler la Visma parce que de toute manière la victoire sera pas accessible, et renverser le classement général, bon, avec 4 minutes 10 de retard à ce moment-là, tu renverses pas le classement général. Mais il a osé, il a attaqué, il a été offensif aujourd'hui. Donc ça déjà il faut le souligner. Cette année il est quand même plus offensif que les années précédentes du côté de Vingegaard. Et puis je trouve qu'on a plutôt bien joué du côté de la Visma, et qu'on a enfin vu un collectif du côté de la Visma, ce qui manquait réellement et cruellement depuis le début de la course. On a enfin vu Van Aert rouler pour Vingegaard. On ne l'avait quasiment pas vu depuis le début de la semaine. La manière dont on a rattrapé Campenart, c'était aussi super. La manière dont on a récupéré Benoît Campenart qui était parti en amont, très très bien fait. Voilà, du côté de la Visma, ils ont pu passer leur relais, ils ont pu essayer d'emmener Vingegaard un peu plus haut et un peu plus proche du groupe de tête, mais surtout permettre à Van Aert, permettre à la Visma d'avoir un gros tempo. Non, ceux qui m'ont le plus déçu aujourd'hui, je me dis que s'ils avaient peut-être été à un meilleur niveau, on aurait pu faire un tempo plus important. Bah déjà Jorgensen, qui est assez transparent quand même sur ce Tour de France. Ça fonctionne pas pour le moment du côté de Jorgensen, et est-ce que c'est dû à sa chute il y a en première semaine, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment impressionnant. Et je dirais Sepkus, parce que j'ai eu l'impression quand même que Campenart faisait un plus gros tempo que Sepkus aujourd'hui, ce qui est pas très rassurant quand même par rapport à Sepkus. Ouais, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais tout le reste de l'équipe a fait son job. Voilà, et puis même, ils ont fait quand même du travail. Alors, est-ce qu'ils ont essayé d'en garder sous le coude, ou est-ce qu'ils sont vraiment en complète méforme? Ça, c'est difficile de le déterminer. Mais je trouve qu'on a vraiment bien joué en termes de stratégie du côté de la Visma Lease, ce qui est assez rare quand même du côté de cette formation, où parfois on a tendance à se planter et à rater des trucs. Et je trouve que vraiment Vingegaard a rattrapé Campenart pile au bon moment. Donc ça, je pense que ça avait été anticipé en amont, parce que Campenart se fait rattraper sur les portions à 6-7%, où on sait que là, il va être le plus efficace, pas sur les portions à 9-10%. Il ne se fait pas rattraper à la stèle Tom Simpson, par exemple. Là où les pourcentages redémarrent, il se fait vraiment choper un petit peu avant. Et ça a permis vraiment à Vingegaard de récupérer, de souffler à ce moment-là pour tenter de faire une nouvelle attaque derrière. Ensuite, il tombe face à du Pogačar qui, pour moi, n'était pas en difficulté aujourd'hui, contrairement à ce que disait Jalabert. Mais pour moi, face à un Pogačar qui avait prévu ce matin de vouloir passer plutôt une journée tranquille, parce qu'il veut se concentrer plutôt sur les Alpes, sur la fin de semaine, on va dire, et il voulait plutôt passer une journée tranquille aujourd'hui. Donc pas forcément gagner l'étape, pas forcément faire un bon tempo. Donc voilà, il s'est contenté de défendre. Et puis après, dans les 300 derniers mètres, il a mis une petite accélération, et tout de suite, Vingegaard, on a vu qu'il ne pouvait pas suivre. Donc pour moi, Pogačar n'a pas été en difficulté. Mais Vingegaard, je voulais souligner aujourd'hui le fait qu'il ait été plus offensif, et le fait que du côté de la Visma, on ait enfin vu un collectif aujourd'hui, ce qui n'avait pas été le cas depuis quelques jours. Et puis Lipovic, il fait la bonne opération du jour du côté du maillot blanc, notamment face à Oscar Olny, pour la 3e place également face à Tobias Allan Johannesson, du côté du maillot blanc également face à Kevin Vauquelin. Non, c'est la très bonne opération du jour pour Lipovic. On n'a pas trop compris comment ça s'est passé du côté de ce groupe pour la 3e place, notamment avec Roglic qui à un moment était distancé et puis qui ensuite est revenu sur la fin de la montée. Mais j'ai eu l'impression qu'il a très bien géré son effort, cette montée, qu'il a fait à son rythme. Pour l'instant, il est 3e avec ce maillot blanc.
Voilà, il nous fait une très très belle performance. On n'a pas l'air d'avoir un coureur qui a son niveau qui décroît au fur et à mesure des jours, parce que ça aurait pu être le cas. Il avait été très fort sur le Dauphiné. On se demandait si ça allait tenir sur ce Tour de France. Pour le moment, c'est le cas. On verra jeudi et vendredi. Mais là, je trouve qu'il a, voilà, il a fait le taf correctement. Et puis, surtout, il prend des belles petites secondes d'avance par rapport à ses adversaires. Là aussi, on a récupéré Van Dijk au bon moment dans la montée, qui a pu bosser également pour Roglic et pour Lipovic. Et puis après, j'ai du mal à savoir si Roglic a fait un gros travail d'équipier pour Lipovic, mais à un moment, il l'a protégé du vent quand même dans la montée quand ils étaient encore dans un petit groupe de 10-15 coureurs. Donc voilà, il a peut-être quand même protégé Lipovic. C'est peut-être juste que Roglic aujourd'hui était très fort. Mais pour l'instant, Lipovic c'est très bien. Et puis ça pourrait peut-être nous donner une troisième, une quatrième place du côté de la Red Bull Borans-Grohe. Derrière Vingegaard et derrière Pogacar. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On va tout de suite du côté des bonnets d'âne et on va commencer avec un coureur qui a passé une très mauvaise journée, alors qu'il s'est accroché, mais forcément pour le classement général, il n'a pas fait la bonne opération du jour. C'est Tobias Haaland Johannesson. Alors Tobias Haaland Johannesson qui a fait un malaise sur la ligne d'arrivée. On l'a mis sous oxygène juste après l'arrivée. Il semblerait qu'il ait des problèmes gastriques. Il ait vécu une journée de repos similaire à la mienne sur le Tour d'Italie. Ouais, il est dans une situation qui est assez compliquée. C'est quand même pas très rassurant parce qu'il reste encore 2 grosses étapes de montagne. Problème gastrique, alors ça veut dire qu'il est malade, hein, tout simplement. Soit c'est peut-être dû à une infection. Alors je peux vous dire qu'une infection, ça peut vous coucher pendant plusieurs jours. Voilà, un truc qu'il a mangé et qui n'était pas très frais. Je sais pas si Uno X, ils ont un chef cuisinier sur ce Tour de France, parce que je me rappelle que sur le premier Tour de France, ils n'avaient pas de chef cuisinier. C'était la seule équipe qui était dans ce cas-là, qui utilisait la nourriture fournie par ASO, les plats fournis, on va dire, par ASO. Donc voilà, ça peut... je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà, peut-être que on peut avoir des petits soucis en termes de... Voilà, d'erreurs dans la traçabilité ou dans ce genre de choses, dans ce type de situation, ou sinon, eh bien, c'est peut-être énormément de fatigue. Peut-être aussi qu'il a trop mangé dans l'étape. On se souvient de Sam Bennett, ça lui avait pas vraiment réussi, mais voilà, il a eu des problèmes gastriques et malaise à l'arrivée. Alors par contre, il faudrait aussi que certaines personnes, je pense notamment à Renaud Brabant et à d'autres, se contentent du factuel quand ils balancent une information comme celle-là, parce que au départ, donc c'est malaise à l'arrivée. Donc au départ c'est malaise, ça c'est l'information qui est donnée par la télévision danoise, cette information-là. On parle d'un malaise. On n'a pas dit malaise cardiaque, on n'a pas dit malaise, voilà, on a dit un malaise, voilà, du côté de la télévision danoise. Or, les autres, limite, c'était rest in peace. Donc à un moment, il va falloir un petit peu se détendre aussi, il va falloir se contenter du factuel, un malaise, 95% des cas, c'est pas grave. Un malaise cardiaque, là c'est plus grave, mais un malaise tout court, c'est pas grave. Voilà, bon, c'est un truc qui n'est pas exceptionnel. Pour un coureur cycliste, c'est pas exceptionnel, mais non plus, voilà. Mais limite, c'était ça, des rest in peace, parce que la manière dont ils l'ont annoncé au départ, vous pouvez presque croire à un malaise cardiaque de la part de Tobias Haaland Johannesson, mais on lui a fait un malaise d'épuisement, certainement, avec en plus l'altitude. Je rappelle que le Mont Ventoux, on est à 1900 mètres d'altitude. Ça n'a pas aidé non plus avec ce coureur qui est malade, mais ça veut dire qu'il est allé loin dans l'effort. Par contre, maintenant, il va falloir... Alors, du côté de Tourousoft, on était plutôt rassurant. Il semblerait qu'il ait vu le médecin de l'équipe et que, en gros, voilà, ce malaise était plus dû à la fatigue, dû à peut-être ses problèmes gastriques qu'à autre chose et à l'épuisement à la fin de l'étape. Mais il faut quand même faire attention. Est-ce que... bon, déjà, demain, est-ce qu'il va repartir? Mais est-ce que ça tiendra la route, même s'il repart jeudi et vendredi? Ça peut être beaucoup plus compliqué. Ça pourrait nous faire un prétendant au top 10 qui disparaisse. Et ça serait bien dommageable. Parce que jusqu'à maintenant, il fait quand même une course vraiment pas mal. Déjà qu'il avait fait un bon Dauphiné, un peu comme Lipovic. C'est vrai que ça serait dommage qu'il quitte les routes du Tour de France sur maladie. Mais on verra du côté de Tobias Haaland Johannesson dans les heures à venir, dans les jours à venir.
mais surtout dans les heures. Est-ce qu'il y aura un communiqué de la Ono X de ce côté-là, mais voilà, journée difficile parce qu'il perd du temps, hein, il finit à plus de 5 minutes, donc il a perdu quand même pas mal de temps, même sur un Kevin Vauquelin par exemple, mais sur un Roglic, sur un Oscar Onyi également qui était juste devant lui au classement général. Et puis forcément, même si on va dire il n'y a pas de truc grave, on va dire, imaginons voilà, c'est juste qu'il a mangé un truc pas très frais ou qu'il a trop mangé et que demain ça repart, on va dire comme à l'an 40, forcément le corps a été fragilisé par cette épreuve qui va engendrer un petit peu plus de fatigue. Et quand on est en troisième semaine, ce genre de fatigue-là supplémentaire par rapport à ses adversaires, ça peut vraiment faire des très très gros écarts. Du côté des bonnets d'âne, Israël, ils n'ont pas les jambes cette année, Israël. C'est l'équipe qui a pour le moment remporté le moins d'argent sur ce Tour de France. On est à 6 000 euros de gagné, donc divisé par 8 coureurs, ça fait pas grand-chose. Ça fait même pas 1 000 euros par personne. Donc c'est vraiment pas terrible, on va dire, du côté d'Israël. Pourtant on met les mecs dans l'échappée, hein, on a vu, parfois on a réussi à mettre même Blackmore, à la fois Blackmore, Lutsenko et Michael Woods dans les échappées, mais on n'a juste pas les jambes dès que ça accélère. Là ils mettent Chris Neyland, il fait pas un grand Tour de France, hein, Chris Neyland en passant, il est assez discret. Même j'ai envie de me dire, ça fait depuis quand même quelques temps que je l'ai pas vu à un super niveau, Chris Neyland. Mais oui, on a mis du monde dans l'échappée encore. Alors on arrive à prendre les bonnes échappées du côté d'Israël, ça c'est la satisfaction. Par contre, en termes de résultats, pour le moment, c'est quand même un maigre butin du côté de cette équipe qui n'arrive pas à s'en sortir en termes de résultats, qui n'arrive pas à vraiment... qui est lâché assez vite dans les échappées, il faut le dire. Woods... On l'a un peu vu quand Benelli accélère, mais il a lâché assez vite. Quand Benelli a rattrapé pareil peintre, il est déjà plus dans les roues à ce moment-là, Michael Woods. Et puis, on aurait bien aimé peut-être voir aujourd'hui un Blackmore, par exemple avec Michael Woods, ça aurait peut-être été intéressant. Ou de voir, comme coureur, Lutsenko également, qu'on a un peu vu depuis le début de course. Wood s'est retrouvé avec Chris Neyland, mais Chris Neyland ça fait beaucoup d'efforts sur le plat, donc il a été assez inexistant ensuite dans le Mont Ventoux, et puis après derrière on a eu du mal à exister dans cette montée du côté de l'équipe israélienne. On va voir maintenant ce que ça va donner dans les prochaines étapes pour cette formation, mais c'est vrai que le bilan est maigre. On a l'impression d'une équipe qui n'est pas au top de sa forme sur ce Tour de France, parce que on a un bon sens tactique jusqu'à maintenant, mais une fois qu'on a pris la bonne échappée, on a du mal à exister derrière. Alors j'aurais pu mettre l'Alpecin avec les deux qui ont été en chasse-patate pendant de nombreux kilomètres. C'est vrai que sur une étape comme celle-là, tu sais que si tu es en chasse-patate, tu vas pas faire grand-chose ensuite derrière. Ils ont dû faire au moins 40 km en chasse-patate. Donc ça n'a pas été l'idée du siècle du côté de Verstrengue. Et c'était pas Meurice qui était avec eux, c'était un autre, je sais plus qui était là du côté du groupe numéro 2. Mais on va aller du côté de la UAE. Alors pas pour revenir sur l'action de Nils Politt, ça on en a déjà parlé, mais juste globalement, aujourd'hui, Pogačar s'est quand même retrouvé assez vite seul, plus que d'habitude. Adam Yates, encore une fois assez inexistant quand même sur ce Tour de France. Si on compare à d'autres équipiers, mais Narvaez qui a lâché un petit peu plus tôt que d'habitude. Alors Tim Wellens on l'a vu un peu avec son maillot de champion de Belgique, mais qui n'a pas été si impressionnant que ça. Et on a quand même Nils Politt, à part avoir tenté de faire la police, sinon derrière on l'a assez peu vu aussi. Donc ça n'a pas été une énorme journée en termes de travail collectif de la part de la UAE. Autant Pogačar pas du tout inquiété sur cette étape. Moi, je ne l'ai pas trouvé dans une journée où il était moins bien. Autant la UAE, là, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel. Même dans l'échappée, parce qu'au final, il y avait Sivakov dans l'échappée, on ne l'a même pas vu travailler pour Pogačar. Marc Solé a été lâché assez vite et au final n'a jamais réussi à revenir dans le peloton devant. Donc c'est vrai que collectivement, j'ai trouvé que autant la Visma avait été intéressante
je dirais pas forcément exceptionnelle, mais intéressante dans sa manière de gérer le collectif. Autant aujourd'hui, du côté de la UAE, je trouve qu'on a disparu extrêmement vite du côté de la formation émiratine. Donc il ne faudrait pas que ça se reproduise jeudi et vendredi, parce que sur des étapes qui vont être compliquées, on va avoir besoin d'équipiers, on va avoir besoin de monde, notamment sur les étapes de plat. Et il ne faudrait pas que Pogačar se retrouve complètement seul. Donc voilà, du côté de la UAE, petite déception pour moi, c'est sur le collectif, sur la fin d'étape. On va regarder tout de suite bien les différents classements. Hop là, je reprends le classement donc, du vainqueur du jour, Valentin Peintre, qui s'est donc imposé sur cette étape devant Benelli. Buitrago, donc troisième devant Van Wilder. Pogačar prend la 5e place. Premier donc du peloton devant Vingegaard, Mas, Alaphilippe, Roglic, Lipovic complète le top 10. Arensman seulement 12e. J'ai pas compris moi la montée d'Arensman. T'as l'impression qu'à certains moments il traficotait au niveau de ses vitesses. J'ai l'impression qu'il a jamais réussi à trouver son rythme de croisière. Oscar Olni donc perd un petit peu de temps sur Lipovic à 2 minutes 29, 14e. Carlos Rodriguez 15. Et puis Félix Gall 17. Vauquelin 20e. Et donc on redescend un petit peu pour retrouver Tobias Allan Johannesson qui finit à 5 minutes 11 avec Andreas Leknesund aujourd'hui. Thomas Gachignard, comme on en a parlé, donc a bien fini l'étape à 32 minutes 05. Voilà, il s'est bien battu, un peu comme ce qui était arrivé certaines années à Offredo. Voilà, il s'est bien battu Thomas Gachignard aujourd'hui, donc il faut le saluer. Moi, je l'aurais mis meilleur combatif de cette étape. Voilà, vu que le terme combatif, ça veut dire se battre. Ça ne veut pas dire animer la journée. Voilà. Sinon, il faudrait que ce prix s'appelle le prix de l'animateur de la journée. Il y a un problème étymologique. Du côté du classement général, peu de changements. Pogačar, je crois, reprend 2 secondes. Là, on passe de 4... on reprend 2 secondes. On passe de 4,13 à 4,15. Lipovic est encore à moins de 10 minutes, mais pour combien de temps à la 3e place? Et puis ensuite, on retrouve un beau combat. Oscar Olni, Roglic, il y a 40 secondes, moins de 40 secondes entre les deux. On a Vauquelin qui est 6e avec 1 minute 30 d'avance sur Félix Gall. Donc là, ça peut être un gros combat. Bon, Tobias Allan Johannesson a perdu du temps. Alors, mauvaise nouvelle déjà parce que face à Félix Gall, le retard commence à être conséquence supérieure à 2 minutes. Mais surtout, mauvaise nouvelle parce que Benelli se rapproche à 51 secondes désormais. Et puis, Carlos Rodriguez est 10e. Et puis, vous avez Jordan Jegat, toujours 11e à 23 minutes de retard. Guillaume Martin, lui, est 13e à 35 minutes. Et donc, les 20 premiers seulement sont maintenant avec un retard inférieur à l'heure. C'est pour vous dire quand même les écarts monumentaux sur ce Tour de France. Et la lanterne rouge est Jordi Meus. Et elle a 4h17 minutes de retard sur ce Tour de France. Voilà, ça fait beaucoup. Du côté du maillot vert, mauvaise nouvelle pour Jonathan Milan. Il n'a pas pris de points, donc il n'a plus que 11 petits points d'avance sur Pogačar. Alors, bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a pas gagné Pogačar. Sinon, c'était pas bon pour le maillot vert. Mais demain, il faut la gagner l'étape pour Milan. C'est presque une obligation. Guermeil est 3e, Merlier 4 et Vingegaard 5e. Le classement de la montagne, Pogačar est en tête. Là aussi, Martinez a eu un peu de chance dans son malheur parce que Arensman n'a pas pris de points. Donc égalité entre Pogačar et Martinez avec 60 points chacun. Donc Arensman 3e, Vingegaard 4, Wood 5e. Du côté du maillot blanc, les écarts s'agrandissent. Lipovic a désormais 2 minutes d'avance sur Oscar Olni. Vauquelin est à 4,17. Benelli à 8 minutes 49. Et du côté du classement par équipe, on a des changements également. La Visma toujours en tête avec 15 minutes d'avance sur la UAE. La Red Bull pour Hansgrohe est 3e. Devant Arkea qui repasse devant la Decathlon AG2R dans le top 5 de ce classement. Et puis avec une belle marche sur Ineos pour le moment. La Groupama perd 2 positions et va peut-être quitter le top 10. La Total Energy est 13e et la Cofidis toujours 20e de ce classement. Et si je regarde un petit peu du côté de la file des voitures, oui, peu de changements. Picnic doit gagner, gagne une place, mais bon, il n'y a pas d'énormes changements du côté de la file des voitures pour les leaders du classement général.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape autour de Valence. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, il y a de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!